Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Les australopithèques apparaissent à 4, c'est des hommes, on les appelle australopithèques ou hommes singes. Donc, australopithèque découvert par Raymond Dart, n'est-ce pas? Le premier a été découvert par Raymond Dart et ces australopithèques, donc, on en a notamment le plus connu de ces australopithèques est Lucy, qui a été découvert en 1974. Le squelette dénommé Lucy, découvert en 1974 par une équipe dirigée par Yves Coppens. Et c'est cette découverte qui, pendant longtemps, a permis à l'Afrique de s'affirmer comme le berceau incontestable et incontesté de l'humanité. Donc, le squelette de Lucy, dont l'âge est estimé à 3,5 millions d'années, n'est-ce pas? On l'appelle également Australopithèque gracile ou Australopithecus africanus, avec une grosse mâchoire, une boîte crânienne de 450 cm3, un régime herbivore et une petite taille. Ça, ce sont les premiers hominidés. Je répète, les hominidés donc sont les espèces transitoires entre les primates et les hommes, dont Toumaï, Ororhynchogenesis, les australopithèques, n'est-ce pas, dont le plus célèbre des australopithèques est Lucy, découvert en 1974 par une équipe dirigée par Yves Coppens. Donc, ce sont ces premiers éléments-là qu'on appelle les premiers hominidés. Après ces hominidés, maintenant, on passe aux hommes. Et les premiers hommes, selon toujours la théorie darwinienne, je suis toujours sur la théorie darwinienne de l'évolution de l'homme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les premiers hommes. Les premiers hommes commencent donc avec l'Homo habilis. Ensuite, il y a Homo erectus. Ensuite, il y a Homo sapiens. Et enfin, le dernier, ou bien l'évolution, c'est Homo sapiens sapiens. Et pour chaque appellation, cela connote un certain sens. Homo sapiens sapiens. Donc ça, ce sont les premiers hommes. Donc l'Homo habilis est apparu il y a 2,5 millions d'années. Je répète, Australopithèque, c'est 4,5 millions d'années. L'Homo habilis est apparu il y a 2,5 millions d'années, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et l'Australopithèque découvert, ou bien l'Homo habilis découvert en Afrique en 1963 par Leakey, dans la vallée d'Olduvai, n'est-ce pas? Qui mesure maintenant 1,40 m et dont la capacité crânienne, avec l'Australopithèque, on a dit Lucy 450 cm3, avec l'Homo habilis, la capacité crânienne passe de 450 cm3 à 600 cm3, n'est-ce pas? Il est encore arboricole. Il taille des outils de silex afin de casser les coquilles de fruits ou de broyer des os pour en extirper la moelle. Donc, il commence à changer son mode de vie. Après, les Homo habilis qui sont apparus à 2,5 millions viennent ce qu'on appelle les Homo erectus. On les appelle également les archanthropiens. Les archanthropiens. Les archanthropiens. Donc ils sont apparus, on les appelle Homo erectus. Erectus veut dire l'homme debout, redressé. Donc il s'est redressé et donc sa taille va s'améliorer, n'est-ce pas? L'Homo erectus, sa capacité crânienne passe de 600 à 1000 cm3 et sa taille, il va passer de 1,60 m à 1,75 m. Et c'est cet homme-là qui, nous dit-on, qui est sorti de l'Afrique pour se retrouver en Europe, représenté en Europe par ce qu'on appelle Ergaster, l'homme d'Ergaster. Donc c'est un Homo erectus.
Ensuite, après Homo erectus, il y a maintenant ce qu'on appelle l'Homo sapiens, les paléanthropiens et les néanthropiens, qui sont les Homo sapiens, qui sont apparus il y a 40 000 ans, n'est-ce pas? 40 000 et 30 000 ans. Et enfin, à partir de 20 000 ans, on nous dit que c'est cet Homo sapiens sapiens qui va muter, évoluer pour devenir l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'Homo sapiens, c'est l'homme savant, n'est-ce pas? L'homme qui sait. Maintenant, l'Homo sapiens sapiens, c'est l'homme moderne, l'homme qui sait et qui est conscient de sa connaissance. Donc, ce sont les premiers hommes qui sont apparus. Et je répète, tous ces éléments développés ici rejoignent la thèse darwinienne de l'évolution de l'homme. Je répète que pour les religions, on n'a pas d'explication à donner. L'explication est simple. C'est Dieu qui a créé l'homme tel qu'il est, n'a subi aucune transformation, mais la thèse darwinienne nous montre que voilà, ça c'est une explication scientifique qui a été donnée pour tout simplement l'évolution de l'homme. Et maintenant, en dernière partie, on va venir à la partie l'Afrique, berceau de l'humain. Après avoir retracé un peu l'origine de l'homme, on va maintenant montrer la place de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité. L'Afrique, berceau de l'humanité. Quels sont les éléments ou preuves qui attestent que l'Afrique est véritablement le berceau de l'humanité? Parce qu'il faut comprendre que ça n'a pas toujours été admis comme étant une vérité. Jusqu'en 1920, on pensait qu'il y avait ce qu'on appelait la théorie du berceau à roulettes. On a pensé avec Ergaster que l'Europe était le berceau de l'humanité. Plus tard, on a pensé que c'était l'Asie. Mais il faut attendre en 1924, quand Raymond Darche découvre les Australopithèques, n'est-ce pas, aux singes du Sud. Australopithèque, en fait, sa signification en français, c'est singe du Sud. Donc, en 1924, qu'on a commencé à accepter que véritablement que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et depuis 1924, d'autres découvertes sont venues renforcer cette théorie-là. J'ai parlé de la découverte de Lucie en 1974, n'est-ce pas? On a parlé de Ororon Tegonesis découvert en 2000, n'est-ce pas? Qui est âgé de 6 millions d'années. Et enfin, on a parlé de Toumaï, qui aujourd'hui est le squelette le plus ancien jamais découvert sur Terre, découvert dans le désert de Djourab au Tchad. Et tous ces arguments-là, anthropologiques, archéologiques, même climatiques, démontrent ce qu'on appelle que l'Afrique, démontre la vérité selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que sur le plan du climat, il y a une théorie qu'on appelle la loi de Glogger. Et que cette loi même plaide pour l'Afrique. Plaide pour l'Afrique en ce sens que le climat est favorable. Le climat en Afrique est chaud, donc il est favorable à l'épanouissement du corps, à son chaud selon la loi de Glogger. Donc, ne serait-ce que pour ces différents arguments, on peut affirmer sans risque de se tromper que l'homme est né en Afrique. Maintenant, si l'homme est né en Afrique, on se demande comment est-ce qu'il s'est retrouvé, ou bien comment est-ce qu'il a fini par peupler le monde, ou bien la planète. Voilà. Les hommes nés en Afrique, quand les conditions climatiques se sont détériorées en Afrique, n'est-ce pas, il y a eu des refroidissements, des périodes d'assèchement, etc. Les hommes ont été contraints tout simplement de migrer vers d'autres horizons pour pouvoir survivre. C'est la thèse évolutionniste. Ils ont traversé le détroit de Gibraltar et l'isthme de Suez pour aller en Europe et en Asie. Et c'est comme ça qu'on va retrouver un peu des spécimens qui représentent les hommes en Europe, en Asie. On peut citer l'homme de Cro-Magnon, qui est considéré comme l'ancêtre des Européens, n'est-ce pas? L'homme de Sansalat, au trait mongoloïde, n'est-ce pas? Qui est l'ancêtre des zones d'Asie, n'est-ce pas? Malgré cela, on retient quand même que l'Afrique est la terre sur laquelle l'homme est né et s'est développé pour ensuite sortir à la suite de conditions climatiques ou de substances qui se sont détériorées au fil du temps. Et on termine naturellement par une conclusion dans laquelle nous affirmerons à la suite de tous ces éléments que l'homme est apparu en Afrique, s'est forgé en Afrique avant de sortir du continent pour aller peupler. Donc aujourd'hui, il est certain qu'il n'y a pas de berceau à roulettes. L'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique
dispose des seuls éléments qui peuvent attester donc de cette vérité-là, parce que comme je l'ai dit, les éléments découverts en Afrique, le climat plaide en faveur du continent africain. Donc voilà en résumé ce qu'il faut retenir donc de cette leçon, l'Afrique berceau de l'humanité.